Au nom de mon coprésident Raphaël, qui est là, et de notre directrice générale Sylvie Audon et de toute l'équipe du Cercle du Lac, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans nos murs pour ce premier débat d'une série de 7 sur les suites de la crise du Covid. Premier débat d'une série de 7 rencontres étalées sur 7 mois. Je dois à la vérité de dire que lorsque nous les avons imaginées, nous pensions que cela nous mènerait bien après la crise. Aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Quand on a commencé à parler de ce virus venu de Chine, l'orientaliste que je suis a été, je ne vais pas dire enthousiasmé, mais titillé. On dit souvent « de l'Orient vient la lumière, ex oriente lux ». Dans ce cas-ci, ce serait plutôt ex oriente flux, ou flou, puisque certains, et pas seulement à la Maison-Blanche, mais aussi dans notre propre gouvernement, pensaient qu'il ne s'agissait que d'une simple grippe. Et puis, ce fut rapidement beaucoup plus grave que prévu. Une crise sanitaire dont nous pensions être sortis, mais dont nous ne sommes peut-être pas du tout sortis. Une crise économique dans laquelle nous ne sommes peut-être même pas encore vraiment entrés. Et pourtant, il y a quelque chose de très étonnant à la situation actuelle. Bien que nous soyons au mieux au milieu du gué, il est déjà possible de tirer des conclusions. J'en propose 2. La première, dans l'urgence, il est possible, même dans des régimes démocratiques, de prendre des mesures qui paraissent impensables en temps normaux. Cela étant, il n'est pas certain que ce soit toujours les bonnes décisions ou que toutes les conséquences en aient été bien pesées. Mais il est possible d'en tirer une leçon. L'urgence et la précipitation, ce sont 2 choses radicalement différentes. Deuxième conclusion. Le virus chinois, comme l'appellent les Américains, s'est diffusé, notamment parce que l'homme ne laisse plus de place à la nature et qu'il recherche un profit, une performance et une croissance toujours plus grands, dans un monde qui, parce qu'il est de plus en plus globalisé, voit les erreurs des uns peser nécessairement sur tous les autres. Il est possible aussi d'en tirer une leçon. Ni le repli sur soi, ni la fuite en avant ne sont des solutions. Parer à l'urgence sans précipitation et penser un avenir sans repli sur soi ni fuite en avant, quel défi! Mais aussi quel devoir! Car la double crise que nous traversons ne doit pas nous faire oublier qu'elle n'est rien encore au regard de notre véritable défi, celui de laisser une planète vivable aux générations futures. À quoi servirait de relancer une machinerie qui nous conduirait tout droit au désastre? Face à cela, certaines gesticulations, pour ne pas dire pantalonnades politiciennes, paraissent vraiment dérisoires. La devise du Cercle, c'est « Ensemble, réinventons le futur ». Nous ne pouvions donc pas rester sans initiative. Ensemble, le Cercle se veut un lieu de rencontre, une interface entre différents acteurs. Et il nous a paru tout de suite tout à fait naturel d'associer l'Union wallonne des entreprises, et je remercie Olivier de Wassège qui est avec nous, l'Université de Louvain, et je remercie la table de l'Université de Louvain qui est là, et l'Université de Namur, et je remercie Jean-Luc Gustin et Olivier Ostens qui sont là également. Il nous avait paru tout à fait naturel d'associer l'UE et les 2 universités, et je les remercie vivement d'avoir accepté avec enthousiasme de participer à ce cycle de débats, associant donc entreprises, universités, laboratoires, hôpitaux, chercheurs, experts. Je les en remercie d'autant plus que ce ne fut pas tâche aisée. Il a fallu combiner des agendas complexes. Il a fallu tenir compte aussi de certains facteurs inhabituels dans l'organisation de ce genre d'événements. Par exemple, pour certains, la peur très compréhensible de se retrouver dans un grand groupe, échappant ainsi à la fameuse bulle, beaucoup moins compréhensible, elle. Pour d'autres, qui avaient accepté de venir, la nécessité d'annuler, parfois en dernière minute, pour cause de quarantaine. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le panel d'aujourd'hui ne représente pas tout à fait la diversité souhaitée des genres.
Nous le regrettons parce que ce respect des genres est au cœur des valeurs du Cercle, de l'Union wallonne des entreprises et des 2 universités qui nous accompagnent. Mais ce n'est que partie remise. Faites-nous confiance. Nous avons pu compter sur l'efficacité de notre directrice générale, Sylvie Wodon, et de son équipe, et sur nos sponsors qui nous sont demeurés fidèles malgré les événements et la situation économique, et nous y sommes particulièrement sensibles. Un merci particulier aussi à la société Analys et à son CEO, membre du Cercle, Vincent Leux, mais je ne sais pas où est Vincent Leux, qui est là-bas, voilà, qui nous est partenaire de ce premier débat post-Covid. Merci enfin aux panélistes de ce soir, Hugues Bulto, Didier Delval, Jean-Luc Gallat et Laurent Jadot, qui seront présentés par François Mathieu, journaliste et éditorialiste à La Libre. Et merci enfin à Gaëtan Metz, qui est là, Chief Quality Officer chez IBA, qui présentera les conclusions. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. La configuration est inhabituelle. Tout le monde doit être assis à table avant même que cela commence. Cela peut paraître étonnant, mais ce sont vraiment les contraintes qui nous sont imposées par, non pas de respect de la bulle, mais de respect des distanciations sociales. Donc si vous n'êtes pas assis à table, nous ne pouvons pas vous présenter d'informations. Et comme l'ADN du Cercle et de ses partenaires, c'est de vous donner des informations, nous vous avons donc assis d'autorité. Je vous souhaite néanmoins une excellente soirée à toutes et à tous, et je cède la parole à François Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bon, on a un panel diversifié malgré tout, et je peux vous garantir, puisque moi je pensais animer une discussion, et je peux vous dire qu'en coulisses, ça débattait déjà avant même que cette discussion n'ait lieu. Donc, pour cette thématique qui vous est chère, donc cette thématique de la santé, nous avons donc un panel de choix ce soir. Je vais vous demander les uns après les autres de nous rejoindre. Donc d'abord, monsieur Jean-Luc Gallat, chef de clinique Saint-Luc et professeur à l'UC Louvain. Monsieur Laurent Jadot, qui est anesthésiste réanimation, actif dans les soins intensifs, on en parlera, on va commencer avec lui d'ailleurs. Monsieur Didier Delval, directeur général du centre hospitalier de Wallonie-Picard d'Atournai, et Hugues Bulto, CEO et co-founder de Universcells, entreprise biotechnologique wallonne bien connue, très active à l'international. Et il faut le répéter, c'est Madame Gaëtan Metz, donc, qui est responsable de la qualité, on peut dire ça comme ça, chez IBA, qui fera la synthèse de cette discussion, de ce débat. On verra un petit peu, je pense que ça va partir un peu dans tous les sens, on va essayer de cadrer tout ça. Je vous ai eu tous quasiment avant, en préalable, en préambule de ce débat, pour voir un petit peu quelle orientation donner à cette discussion. Et il me semble important de commencer avec le terrain. Alors, on a plusieurs membres du terrain ici, mais de commencer avec un jeune docteur de 34 ans, qui est Laurent Jadot, qui est tout à ma gauche, enfin plutôt à ma droite, mais à votre gauche, et qui, lorsque je l'ai eu au téléphone, a tenu un discours assez fort, m'a dit que vous étiez quasiment au bord de la rupture, en termes d'intendance, en termes de matériel, par exemple. Ça me paraît important, en tout cas, avant d'aborder le secteur de la recherche, avant d'aborder les synergies qu'il peut y avoir, avant d'aborder les financements, voilà, peut-être de voir un petit peu comment vous avez vécu cette crise au début, qu'est-ce qui vous a manqué, et je ferai un petit peu le tour de tout le monde par rapport à ça. Mais je vais commencer par vous. M'occupant aussi de problèmes d'affectiologie dans mon hôpital, c'est assez naturellement que je me suis investi auprès de ma direction et de mon institution pour gérer la crise. Et donc, si je dois faire un résumé, c'est vrai que c'est compliqué. Il faudra certainement encore un petit peu de temps et du recul pour avoir une analyse précise et peut-être détaillée. Mais fin mars, comme tout le monde, je pense qu'il y a eu beaucoup d'appréhension. On a vu les choses bouger en Chine. On a certainement fort attendu. Puis les choses se sont précisées en arrivant en Italie. À ce moment-là, on s'est probablement dit qu'on allait avoir des directives. Ça a tardé. On y reviendra certainement durant le débat. Et puis est arrivée la fameuse première vague. Dans mon institution, avec mon équipe, on s'est dit qu'on allait faire tout comme si le scénario de l'Italie allait nous tomber dessus. Et donc à partir de ce moment-là, c'était l'engrenage, c'est-à-dire on a commandé beaucoup de matériel, on a surstocké toutes sortes de matériaux de protection, mais pas que, des respirateurs, des drogues, etc., des médicaments, bien sûr, en grande quantité. Ça a fini par nous arriver assez brutalement, en une semaine, le service qui était tout fraîchement investi, puisqu'on venait de déménager d'hôpital dans le même temps pour essayer d'assumer la vague, eh bien, le service a été rempli extrêmement rapidement.
Et ce n'est que courant mai qu'alors on s'est rendu compte qu'on était sous une forte tension d'un point de vue matériel, comme vous le disiez, que ce soit les masques, les équipements de protection. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment de soutien, en tout cas pas directement des autorités politiques, que c'était devenu difficile de commander du matériel d'où on le commandait habituellement, que les frontières se fermaient, que quand les frontières se ferment et qu'on arrive à avoir finalement une livraison de masques, par exemple, on peut être susceptible de se la voir confisquée à tout moment par les autorités à l'aéroport. Et dans le quotidien, que ce soit pour les infirmiers qui avaient un stress qui était extrême, on n'était pas aussi à l'aise aujourd'hui avec le virus que maintenant. Il fallait gérer la consommation de masques, la consommation d'équipements. Et à certains moments, c'est vrai, je l'ai dit, je le pense toujours, ça a été très, très, très limite, très juste. On a dû utiliser l'inventivité, la créativité, faire appel à des aides extérieures pour gérer ces patients-là. Et pourtant, on a été loin de saturer les soins intensifs, pour ce qui est mon domaine. Le scénario d'Italie, on ne l'a pas connu comme tel. Et c'est probablement en grande partie lié au fait qu'on a des bons hôpitaux en quantité importante, qui ont été probablement désinvestis à tout point de vue ces dernières années. Je pense qu'on a bien tenu le coup grâce à la qualité du système de santé belge qui a des dizaines d'années qui viennent de passer. Pourtant, je ne suis pas très âgé, mais enfin, j'ai pu comprendre que c'était en grande partie lié à ça. Mais voilà, on n'a pas connu l'Italie non plus. Monsieur Delval, est-ce que ce constat de manquement, ce constat de presque rupture, est-ce que vous l'avez connu aujourd'hui? Est-ce qu'il est plus gérable aujourd'hui? Est-ce que la situation est plus gérable ou bien vous tirez toujours les mêmes constats un peu difficiles de manque de capacité, de manque de stock, de manque de matériel, de manque de beaucoup de choses finalement et de devoir jouer avec des bouts de ficelle pour pouvoir s'en sortir? Aujourd'hui, on a pu rétablir nos stocks. Donc, on a, à la demande du ministère, rétabli des stocks à 3 mois pour tenir en situation de crise comme on l'a connu au mois de mars-avril. Donc, on a maintenant des stocks qui sont rétablis. Mais je confirme qu'on a eu une période excessivement difficile, excessivement tendue, où on se devait d'assurer la sécurité de nos collaborateurs en envoyant les infirmières d'abord de réanimation, mais aussi des unités Covid, des unités classiques qui étaient transformées en unités Covid avec du matériel sécurité. Tout à fait avec des normes que nous on connaissait, qu'on nous impose depuis des années, d'avoir des normes par la FMPS, et le matériel que nous avons reçu des autorités était du matériel chinois dont on ne connaissait pas la provenance, dont les normes C n'étaient pas conformes, et quand on envoyait ça à l'analyse à l'agence fédérale ou dans d'autres organismes de contrôle, ça nous revient en non, le matériel n'est pas conforme, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et donc, en tant que directeur général, vous devez assurer la sécurité de vos collaborateurs. Et là, vous êtes dans une position très difficile où vous n'avez pas les moyens de le faire. Parce que soit, comme il l'a dit, le matériel est confisqué, on ne vous le fournit plus. Soit les firmes avec lesquelles vous travaillez habituellement vous disent oui, on va vous fournir le matériel, mais ce ne sera plus tout à fait le même masque. Le masque qu'on va vous fournir vient en fait de Chine, qui est exactement le même que celui que Maggie nous donnait. Et donc, on se retrouve avec du matériel qui n'est pas du tout de qualité et dans des situations de conscience très difficiles. J'en ai été à devoir menacer l'autorité, le SPF, de fermer ma réanimation, fermer mon hôpital et renvoyer tous les patients dans les autres hôpitaux du royaume. Là-dessus, le matériel est arrivé, mais bon, pas en quantité suffisante pour tenir quelques jours. Monsieur Gala, comment vous expliquez cette gestion, on peut dire, un peu chaotique au départ? Elle l'est peut-être encore un peu toujours pour certaines choses. J'imagine que vous avez une petite explication sur le sujet. D'abord, je voulais juste répondre à mon recteur honoraire qui me taquinait un peu sur les bulles, que la vie est nulle sans bulles, mais celle-là, on n'en a pas besoin. On en discutera aussi après ça. Voilà. Donc, maintenant, on fera un petit test d'ailleurs pour savoir qui a compris le concept de bulle des 5. Pour revenir plus sérieusement à votre question, qui est essentielle évidemment, et je pense qu'il y a une dimension qui a manqué, c'est la dimension européenne. On l'a vu cruellement, il n'y a pas eu de coordination européenne. Alors, je suis un Européen convaincu, ensuite un Belge convaincu, ensuite un Wallon convaincu, et puis voilà, toutes mes convictions s'entrechoquent, mais j'ai été extrêmement déçu, frustré de voir une absence de réponse européenne à une crise qui méritait, qui nécessitait une approche européenne globale. Alors, ceci étant... Mais comment vous l'expliquez? Surtout, comment vous l'expliquez? Alors, on ne l'explique pas vraiment, sauf par une surdité chronique de nos politiciens, puisqu'il ne vous échappera pas
que l'Europe finance énormément de projets européens, notamment dans le domaine de la sécurité. Monsieur le recteur, vous le savez, puisque vous avez été en première ligne pour signer nos projets de recherche que nous obtenions, les crédits que nous obtenions de l'université. Donc, cet état de préparation, nous le revendiquions. Nous avons donné des revendications tant et plus à l'Union européenne, mais pire n'est sourd qui ne veut entendre, et donc nous n'avons simplement pas été entendus par les politiciens à ce niveau-là. Alors que dire au niveau de l'État belge? Ben, c'est la même chose. La Belgique n'a pas réagi autrement que l'Europe. La Belgique a pris une initiative remarquable, c'est de faire brûler des milliers de masques avant même le début de la pandémie. Hein. Ça, il faut quand même être belge pour imaginer une mesure aussi créative. Ils étaient peut-être pas conformes, en fait. Pardon? Ils étaient peut-être pas conformes. Mais écoutez... Entre ne pas avoir une protection et avoir une protection insuffisante, je voulais choisir ce que vous préférez quand vous êtes en menace de mort. Moi, mon choix personnel, il est fait. Et je pense que vous choisirez comme moi. J'espère pour vous d'ailleurs, si vous voulez qu'on se retrouve un jour à manger ensemble. Donc, il est clair que la Belgique n'était pas préparée, mal préparée, mais nous avions un plan national hospitalier qui a été déclenché très vite, mais sans les moyens, tu l'as dit, le docteur Jadot, mon confrère Laurent, tu m'excuseras si je te tutoie, mais je pense que dans l'occurrence, c'est de mise ici. Laurent a magnifiquement, et je ne vais donc pas aller plus loin que lui là-dessus, pas surenchérir, et il a magnifiquement expliqué les besoins criants qu'on avait, l'absence de masques. Alors là, l'accent a été mis sur les hôpitaux. Je voudrais aussi, moi, en tant que citoyen, dire que vous, citoyens, n'avez pas du tout été protégés non plus par l'État par rapport à cette nécessité d'avoir le masque. Et je dirais quelque chose qui est encore pire, c'est que certains de nos experts ont eu, et le mot, vous m'excuserez, est dur, mais il est celui que je ressens, ont eu des commentaires criminels par rapport à l'usage du masque, en prétendant sur des bases scientifiques qui n'existaient pas ou qu'ils ne connaissaient pas, ce qui est encore pire pour un scientifique, que le masque était inutile. Alors que maintenant, je pense que cette donnée-là qui est simple, efficace, bon marché, adoptée par tout le monde, et on pourra en discuter d'ailleurs après, est une mesure recommandée par tout le monde. Je préciserai que l'OMS elle-même a été dans ce même sens, parce que l'OMS est avant tout un organisme politique, alors que nous croyons tous naïvement qu'elle est là pour nous protéger, nous citoyens. L'OMS n'est que le reflet de la volonté des États membres. Les États membres ne voulaient pas reconnaître que le port du masque, ils n'arriveraient pas à le fournir à leur population. Ils ne voulaient donc pas avoir un message d'une organisation supérieure disant que le masque était nécessaire parce que ça les aurait mis eux-mêmes en position difficile. Donc tout ce qu'on a vécu, c'est lié à des réactions politiciennes, à une impréparation ou une surdité au niveau de responsables européens qui néanmoins pourtant nous poussent à faire de la recherche dans ce sens, et à une impréparation totale de l'État belge dont vous avez souffert, dont nous avons souffert. Voilà. Il y a beaucoup de commentaires à faire là-dessus, mais je limiterai mon temps de parole à ceci. Monsieur Bulto, ça ne marche pas celui-là. Non, ça ne marche pas. Monsieur Bulto, est-ce que ce constat d'impréparation, vous le validez? Vous êtes patron donc d'Universell, on le rappelle, donc une biotech wallonne à rayonnement international. Vous êtes plutôt axé sur le secteur de la production. Est-ce que vous avez ressenti cette impréparation-là? Quel est le regard que vous portez sur ce que viennent de dire ces trois hommes de terrain? À mon sourire, vous avez déjà deviné que ça faisait l'objet de débats intenses avant la réunion. Donc je ne vais pas vous cacher que j'ai suscité tout le moins quelques réactions parmi mes collègues, pour lesquels j'ai le plus grand respect, bien évidemment, parce que ce sont des acteurs de terrain qui sont confrontés à la mort, et je reste un patron d'entreprise citoyen qui a la chance d'être dans un bâtiment et qui n'est jamais confronté à la mort, même si l'objectif de notre société est très valable, qui est d'effectivement rendre les médicaments accessibles à tous. Mais effectivement, en tant que citoyen, j'avais un discours beaucoup plus positif, qui était qu'en fait, finalement, je trouvais que la gestion de la crise au niveau belge, en dehors du domaine de la maison des retraites, que je ne connais pas suffisamment que pour pouvoir plaider, mais en tous les cas, sur le résultat, quand je compare avec mes amis américains, j'ai la chance de passer beaucoup de temps aux États-Unis et d'avoir une foule d'amis là-bas. Je me dis que quelle chance on a d'être en Belgique.
Pourtant, d'être en Europe et quelle chance on a d'être en Belgique quand je compare à mes amis italiens. Donc je sais que vous avez souffert, nous savons tous qu'il y a un sous-financement chronique de nos infrastructures, donc ça c'est clair, la justice souffre, la médecine souffre, c'est évident, donc je ne vais pas faire de politique, mais je dis que, in fine, au résultat, quand on Qu'est-ce qui voit... vous a semblé plus positif par rapport à la situation que vous avez connue aux États-Unis ou en Italie? Qu'est-ce qui vous fait... Lisez la presse et vous aurez l'intention, enfin vous aurez après ça la motivation pour contacter vos amis américains, mais New York a été dévasté. Un coût d'une hospitalisation dans un Covid, c'est 70 000 $. Donc vous réfléchissez à 2 fois avant d'envoyer votre papa, qui est en train de mourir. Vous dites, OK, est-ce que j'ai les 70 000 $ ou je les ai pas? Ça, c'est la réalité sur le terrain. C'est des gens, c'est des populations entières qui sont stigmatisées. Les hispaniques ont, semble-t-il, un profil génétique qui les met encore plus en danger par rapport au Covid. C'est des populations afro-américaines qui sont mal nourries et qui meurent. C'est un système qui ne fonctionne pas. C'est une brisure totale du lien social, ce qui était essentiel. Enfin, c'était le début de mon discours. Je voulais juste dire, effectivement, on a vécu une crise sanitaire dure. Mais encore aujourd'hui, on a une démocratie. On a quand le plaisir de pouvoir discuter, de pouvoir avoir M. Gala qui s'exprime dans la presse, qui va contre les politiques, qui donne son avis. Et tout ça se fait encore dans un respect social, un respect de l'état de droit. Moi, je vous dis juste que j'ai pas envie que la moitié de la population soit dans les rues en disant on n'y croit plus. On a déjà vécu la brisure du lien social avec Molenbeek. Moi, je dis que si on ne voit pas les choses positivement et qu'on ne voit pas qu'aux États-Unis c'est déjà le cas, il y a une vraie faillite de la démocratie. Il y a des vraies populations qui ne croient plus au modèle. On a encore la chance, même nos jeunes, ils râlent un peu parce qu'on leur prive de lien social. Donc c'est à nous d'être un peu intelligents dans la façon d'appliquer la loi, sans nécessairement introduire l'idée que tout est mauvais et tout est pourri. Ça, c'est juste en tant que citoyen, j'ai aucune crédibilité, vous vouliez réagir, M. Gala. aucune légitimité pour dire ce que je viens de dire. Hein, donc je tiens Moi, à le signaler. Si vous permettez, je comprends tout à fait votre position parce que vous voyez, la vie est un puzzle et notre vie et cette crise est un puzzle. Et donc c'est extrêmement compliqué. Et chacun d'entre nous, avec notre propre spécificité, un ex-recteur, un scientifique, un patron d'entreprise, un directeur d'hôpital, un psychologue, un médecin, un intensiviste, un urgentiste, voit une partie de la réalité. Il ne voit pas toute la réalité forcément, heureusement d'ailleurs. Et donc la réussite d'une société vient dans la coordination de l'ensemble des efforts et de ces différentes visions. Je peux vous assurer que cette coordination-là n'a pas eu lieu. Vous citez les États-Unis, oui, mais la situation des États-Unis, elle est ce qu'elle est parce qu'on a un président qui est ce qu'il est. Je ne fais pas de politique et on ne va pas discuter du président américain ici. Merci. Mais néanmoins, je voulais quand même signaler que les États-Unis sont cités en exemple, nous, médecins, à plusieurs égards, non pas dans la gestion de la crise, mais dans leur capacité à réagir normalement, habituellement, à des contextes de crise. Laurent, le ECDC pour nous, qui est le Centre de contrôle des maladies infectieuses, est une référence mondiale. Mondiale. Nous regardons les Américains comme des modèles dans la gestion, dans la prévention et dans la réaction aux maladies infectieuses. Ils le sont. Ils ont été très mauvais ici, mais pour des raisons très particulières. Vous parliez de la Belgique et vous dites « on a de la chance d'être en Belgique ». Je vais vous dire, on a de la chance d'être en Belgique par chance, parce que des gens comme Laurent et comme le directeur d'hôpital ou Assimilé qui est à côté de moi, ont pris sur eux, le mot n'est pas trop fort, ont pris sur eux de pallier aux déficiences de l'État belge. Donc, vous avez de la chance. Vous avez une chance incroyable que vous avez eu des gens réactifs, proactifs, flexibles, qui se sont adaptés là où les manquements les plus criants étaient évidents et ont finalement pallié aux manquements de l'État belge. Donc vous ressentez ça comme une chance. Oui, c'est une chance, mais c'est une chance par chance. Alors, lorsque j'ai eu M. Jadot la semaine dernière au téléphone, je lui ai demandé pourquoi il acceptait de participer à ce débat. Donc, la première raison était le témoignage qu'il voulait vous apporter ce soir. Et puis, il m'a demandé qui était le public, le panel de gens qui seraient amenés à l'écouter. Et je lui ai dit, public essentiellement d'entrepreneurs, de gens pour qui la recherche est importante. Il me dit, mais c'est un deuxième message que je voudrais bien porter, et ça me paraît important de rebondir là-dessus, c'est qu'en Belgique, m'avez-vous dit,
il y a un secteur médical fort, il y a un contexte de recherche fort, il y a des incitants aussi, même au niveau fédéral, qui ont été mis en place pour favoriser la recherche et l'innovation. Est-ce que vous pouvez développer, et on va embrayer sur la recherche dans la foulée? Oui, tout à fait. Donc, quand on a discuté, c'est vrai qu'un des aspects qui me semblait important, il y a celui-là bien sûr, à développer ici, c'est que quand on a eu besoin de traiter des patients, comme on dit, empiriquement, c'est-à-dire sans savoir si ça allait fonctionner au tout début de la crise, on avait très peu de moyens de savoir ce qu'il fallait faire. A posteriori, maintenant, on sait qu'on a un peu plus de moyens, mais c'est quand même pas si important que ça. Et forcément, au départ, il fallait se comparer à ce qui existait, c'est-à-dire essentiellement les descriptions des Chinois. Et en Chine, il faut bien se dire que le standard de soins d'un patient, c'est-à-dire un patient Covid qui vient à l'hôpital, le standard de soins empirique, c'est-à-dire on ne sait pas, mais on va faire quelque chose, c'est 2, 3, 4 antiviraux. Parce qu'ils ont un accès relativement important à ces traitements-là. Ils sont produits certainement en Chine, en grande quantité. Ils n'ont pas de difficulté à l'avoir. En Belgique, c'était bien compliqué d'avoir ne serait-ce même qu'un seul antiviral. Et donc, moi, ça m'a particulièrement choqué. Je pensais qu'on était particulièrement bien lotis au niveau disponibilité du médicament, accès, etc. Alors, on est un très petit pays. On ne produit plus grand-chose en termes de médicaments, dans des usines en tout cas en Belgique. Et cet aspect-là m'a choqué parce qu'il y avait l'aspect médicamenteux, l'aspect matériel de production de première nécessité dans le pays, alors qu'à côté de ça, on a des entreprises pharmaceutiques qui sont extrêmement reconnues, on a un domaine de la recherche qui est très innovant, etc. Et donc c'est vrai qu'à mon sens, ça semble important de préciser ça, qu'il y a certainement beaucoup de choses à faire, mais, et je partage un petit peu l'avis de M. Gala à ce niveau-là, ce sera difficile de le faire juste en tant que pays seul. Et à mon sens, sans une construction européenne, on aura bien du mal à pouvoir interagir ensemble et à être fonctionnel. Monsieur Bulto, comment vous expliquez ce paradoxe? Effectivement, on a en Belgique un secteur biotech qui est particulièrement bien développé. On a eu quelques entrées en bourse, quelques levées de fonds extrêmement spectaculaires ces derniers mois, et vous en faites partie. Comment expliquer ce paradoxe de sociétés belges, wallonnes ou flamandes d'ailleurs, et un contexte de manquement, de production de matériel insuffisante? En tout cas, on n'a pas été en capacité de fournir au début de la crise le matériel ad hoc, que ce soit en termes de masques, etc., etc. Comment vous expliquez ça? Le sujet qui vient d'être abordé est en liaison avec le sujet abordé précédemment par M. Gala. Donc je suis tout à fait d'accord avec M. Gala sur le fait que les États-Unis sont structurellement beaucoup mieux préparés à n'importe quelle pandémie. Ils ont les programmes BARDA, ils ont le CDC. Ils avaient jusqu'en 2017 une infrastructure incroyable, des usines de réserve stratégique. Et d'ailleurs, un de mes mentors, en l'occurrence Bill Gates, a investi plus de 250 millions pour réserver des lots de production d'antiviraux notamment. Parce qu'il a compris que le vaccin serait assumé par d'autres, mais que par contre, débloquer des moyens de traiter rapidement, ça serait uniquement via ce genre d'activité. Donc, il y a une préparation. Et donc, c'est un choix politique. Donc nous, quand on a créé Universelle, on a été inspiré par le choix américain, qui était effectivement de se préparer aux pandémies. Alors, les pandémies ne sont pas des pandémies naturelles dans l'esprit des Américains, c'est toujours des guerres biologiques, tout est un peu toujours motivé par la guerre aux États-Unis. Eux se prémunissent de la guerre biologique, mais ils ont aujourd'hui une infrastructure qui leur permettrait effectivement de répondre à n'importe quelle pandémie. Le président qu'ils ont eu fait que ça n'a pas marché. Et donc moi je dis juste qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir encore une démocratie et pas une espèce de plutocratie comme chez nos amis américains. Donc pour revenir sur ce que disait mon collègue à la droite, c'est effectivement l'axe futur de réflexion, c'est comment va-t-on gérer des stocks stratégiques, comment va-t-on les imaginer. Alors de nouveau, il y a eu le malheureux incident en Belgique des masques, mais on n'a pas assez de matériel, on n'investit pas assez. Donc comparativement à nos budgets de guerre, donc à nos budgets d'armement, on n'a pas assez de moyens à disposition pour créer ces stocks stratégiques. Donc ça, c'est une question de préparation politique. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Donc ça, c'est une question. Manifestement, les Européens ne croyaient pas à ces pandémies, donc en tout cas politiquement, suffisamment que pour transformer ça en action politique. Je pense qu'à l'avenir, il faut le faire. Et une autre chose qu'on n'a jamais imaginée, et on a appris plein de choses pendant cette crise, c'est qu'en fait, nos chaînes d'approvisionnement pouvaient s'arrêter du jour au lendemain.
Et donc ça, je pense que tout le monde rêvait d'un monde globalisé, tout le monde rêvait de ce grand monde où tout s'échange, même avec une version socialement beaucoup plus acceptable. Je crois qu'il y a des globalistes qui pensaient que tout pouvait se résoudre, mais on n'a jamais imaginé qu'une crise majeure pouvait frapper une région et disrupter complètement une chaîne d'approvisionnement. C'est ce qui se passe, donc il faut repenser à la réindustrialisation de la Belgique, et effectivement, il y a des éléments essentiels. Donc moi, j'ai fait quand même un petit peu d'investigation sur les stocks stratégiques qu'il faudrait avoir. Je pense que notamment au niveau de la vitamine D, qui est essentielle, je vois une amie nutritionniste dans la salle, 90% est produit en Chine. Or, aujourd'hui, on dit qu'en termes de prévention face aux maladies infectieuses, ce serait quand même pas mal de vérifier un peu les taux de vitamine D de l'ensemble de notre population. Donc, il y a plein de réflexions. Donc, c'est le futur, ça. C'est le futur. Donc, mais la réalité, c'est qu'effectivement, les États-Unis étaient mieux préparés. Politiquement, ils ont été rayés de la carte par un président qui n'avait pas de vision. Mais on peut effectivement essayer de travailler sur influencer nos édiles pour réindustrialiser en partie l'Europe, et les pharma en profiteront. Monsieur Delval, donc de l'impréparation à la préparation du futur, il y a effectivement quelques pistes stratégiques. Quelle est votre idée par rapport à ça? Quelles priorités faudrait-il mettre? Est-ce qu'il faut se remettre en capacité de créer des stocks stratégiques? Est-ce qu'il faut réindustrialiser en partie? Est-ce que... On a vu naître une série d'initiatives d'entreprises belges qui ont sonné à notre porte en disant nous on peut vous faire ceci, nous on peut vous faire cela, mais on ne savait même pas qu'elles existaient, on ne savait pas comment pouvoir créer du lien économique avec elles et de savoir si tous les produits qu'ils nous confiaient étaient certifiés. Et je crois qu'on s'est rendu compte au niveau de la gouvernance des hôpitaux que la lasagne institutionnelle, on a vraiment vécu ce que c'était, parce que tout le monde s'est mêlé de tout. Le premier jour, ça allait, il n'y en a qu'un qui a donné l'ordre. L'état-major a donné l'ordre de passer tous nos hôpitaux en plan d'urgence hospitalier. Il faut savoir qu'on est obligé d'avoir un plan d'urgence hospitalier pour, par exemple, répondre à une catastrophe comme Guilanguien, mais tout le pays en plan d'urgence hospitalier, on ne l'avait jamais vu. On attendait des ordres et des choses claires de l'état-major qui ne sont jamais venues. Et puis tout le monde s'en mêle, tout le monde a sa façon de penser. On doit remettre des rapports à tout le monde, à la province, à la région, enfin... à la FMP, à tout ce qui bouge. Et là, c'est le chaos le plus total. Donc, on doit décider nous-mêmes. Et donc, on est chaque fois confronté à des prises de décision, une anticipation qu'on doit gérer nous-mêmes. On n'a pas d'ordre clair qui vient au niveau de l'autorité. Donc, on n'a pas de politique clairement de santé. Moi, mon souhait, c'est d'avoir que la politique de santé reste au moins fédérale. Qu'on n'avait pas de faire une scission de la santé dans notre pays. Et puis on en arrive même, et vous ne vouliez peut-être pas qu'on l'aborde, mais ça me fait penser qu'à un moment donné, on a quand même nommé un ministre du matériel. C'était un certain Debacker. Oui, M. Debacker, tout à fait. PNVLD. Et là, c'était encore très, très comique, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus pu faire nos tests de dépistage à la KUL. C'était fini. Les tests de dépistage, vous ne pouvez plus passer la frontière linguistique. Et c'est vrai, tu sais. Et c'était débrouillez-vous pour faire votre test. Le matériel, c'était aussi débrouillez-vous. Donc on s'est retrouvé dans des positions vraiment très délicates. On s'est dit, mais ça devient en plus communautaire, quoi. Donc comment voulez-vous avoir une politique de santé si en plus on la morcelle entre les régions, entre les différents le mot n'est plus vraiment tabou, mais est-ce qu'il faut, M. Gala ou M. Delval, refédéraliser une partie des soins de santé pour que ce soit plus efficace? Personnellement, je pense qu'il faut le faire, oui, tout à fait. M. Gala? Je suis un modeste médecin et je ne suis pas un brillant politicien. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est ce qui me paraît extraordinaire dans cette crise, c'est la crise des masques, où on sait que le gouvernement a sciemment menti, c'est un mensonge d'État, en disant aux citoyens, les masques sont inutiles, ne les mettez pas. Alors qu'il eût été beaucoup plus simple de dire, nous avons la responsabilité de vous protéger, mais nous n'avons pas les ressources de le faire, aidez-nous. C'eût été un message beaucoup plus positif, c'eût été une façon de stimuler les citoyens. Et M. de Wassège, qui est là, ne me contredira pas en disant combien de fois j'ai essayé de le contacter pour mobiliser la filière des textiles, M. de Wassège, pour essayer de mobiliser la filière des textiles en disant, mais puisque le gouvernement ne peut le faire, faisons-le par une initiative citoyenne. Merci de confirmer. Et donc, le gouvernement a décidé quoi? D'acheter des masques asiatiques. J'ai demandé à une journaliste aujourd'hui de compter le nombre de millions dépensés par l'État belge depuis le début de la crise pour acheter des masques, excusez-moi le terme, j'espère qu'il n'y a pas de Chinois ici, ce n'est pas à titre personnel comme on dit, pourris. Pourris,
parce que absolument inutilisable. Le nombre de millions dépensés pour ça. Des entreprises belges qui avaient la capacité, M. de Boissège, de fournir des masques, n'ont pas été encouragés à le faire, en tout cas pas par le gouvernement. Je sais que vous avez pris des initiatives pour essayer de fédérer la filière du textile. Je vous en remercie, je communiquerai ça à Sa Majesté. Et donc, pour la sérologie, c'est la même chose. Les tests sérologiques, imaginez-vous le débat Zentech, Bioconcept, etc., des entreprises bien de chez nous, des entreprises wallonnes, qui produisent et qui peuvent vendre en Wallonie, en Wallonie, en Belgique, à qui on interdit de vendre ici, qui vendent au Congo, en France, en Allemagne, en Italie. Je suis moi-même parti avec un labo mobile en Italie. J'étais bourré, non pas d'alcool, mais de tests Zentech et Bioconcept. J'ai donc montré la visibilité chaud de flaque, comme on dit en militaire, de la technologie wallonne. Pensez-vous que le gouvernement a une seconde donné son fiat pour la vente de tests wallons? Bien évidemment que non. Au contraire, ils ont estimé dans une note produite par Science Anno, qui n'est même pas une note scientifique, ils ont recommandé un test chinois. Alors, si vous voulez que les Belges se tirent une balle dans la tête et une balle dans le pied en produisant eux-mêmes, mais en empêchant leur propre entreprise de les vendre, ces tests, en Belgique, expliquez-moi où est la logique. Alors j'aime bien M. Bulto qui dit qu'on est dans un pays magnifique, qui a bien réagi à la crise. Moi, vous m'excuserez quand même de reprendre ces exemples-là en disant, là, franchement, on est dans un pays surréaliste, absolument surréaliste, et on est les champions du monde. Monsieur Bulto, est-ce qu'on a laissé de côté un peu trop hâtivement l'équipement de base, en fait des masques, c'est vrai que ce sont des biens d'équipement de base. On est souvent dans les produits à haute valeur ajoutée dans le secteur de la biotechnologie. Est-ce que c'est ça, une des explications qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas été en capacité de répondre correctement, même si vous avez un regard plus nuancé, mais... Non, moi je m'exprime de nouveau ici en tant que citoyen, donc, et en tant qu'économiste, je regarde juste que effectivement on a cru tous dans une Wallonie championne des services, et on a juste oublié qu'à un moment il y aurait la reprise des enjeux géopolitiques qui ferait que toute cette belle utopie de tout le monde collabore serait par terre. Je veux dire, moi j'ai adoré à titre personnel la réaction géopolitique de Boris Johnson, qui a fait d'un vaccin qui n'a aucun avenir son porte-étendard diplomatique, en disant voilà, ça c'est la solution, et tout le monde a accepté, et il a déroulé son fameux vaccin AstraZeneca à travers le monde, qui en fait n'est pas le meilleur vaccin, le meilleur candidat vaccin qui soit aujourd'hui, mais simplement parce qu'il a décidé que c'était une arme magnifique pour refaire du business avec le Commonwealth. Bien avant notre ami Poutine, il a décidé que ça c'était son arme future pour sa future réélection. Enfin, lui c'est dans 4 ans, mais enfin en tout cas pour justifier la puissance de la Grande-Bretagne. Donc effectivement, on n'a plus de capacité de manufacture de base. Personne ne veut payer pour. Enfin, donc moi j'ai souvent, venant d'un milieu quand même plutôt ouvrier, venant de Charleroi, j'ai souvent en train de dire écoutez les gars, si vous voulez un jour retrouver un boulot, arrêtez d'acheter des trucs en Chine, investissez dans des choses qui sont plus locales et ainsi de suite, parce que vous êtes en train de creuser votre propre tombe. On l'a fait du niveau social, on le fait de la même chose au niveau sanitaire. C'est qu'aujourd'hui les grandes unités de production sont en Chine pour le matériel de base, et donc même pour les biotech normales. Je signale qu'elles ont été en rupture de stock sur des éléments de base, ils ne savaient plus travailler. L'industrie complète de la thérapie génique est à l'arrêt aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas les matériaux de base, parce que ça vient même chez eux de Chine. Oui, c'est vrai qu'on parle de matériaux de base style masque, mais en termes de molécules, on a aussi une oui, mais même nos molécules, elles sont produites avec du matériel de base. Donc je dis juste qu'aujourd'hui, si on devait reproduire des antiviraux, il faut aussi avoir les matériaux de base à disposition, parce qu'une fois que votre chaîne d'approvisionnement est cassée, elle est cassée. Si vous n'avez pas accès aux produits chimiques de base, mais vous n'y avez pas accès. Donc je pense que la réflexion de l'Europe, c'est à un moment de sortir un peu de cette logique de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, et d'essayer de se rendre compte, de reprendre en compte les considérations géopolitiques et de dire ok, il y a une industrie que je vais soutenir. Donc je ne sais pas comment Jürgen vit aujourd'hui
le post-Covid de son activité de production de masse, parce que bon, quand même, le gouvernement wallon a pris des initiatives pour que des gens comme Jürgen puissent reprendre le défi et le plus rapidement possible produire des masques à destination de la population belge. Néanmoins, je ne voudrais pas être dans ces baskets aujourd'hui, parce que, de nouveau, si on rouvre les frontières comme on l'a fait en OMC, est-ce qu'un masque de qualité va-t-il survivre face aux masques pourris? Donc c'est toute cette réflexion globale, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on veut, en quoi est-ce qu'on dépend de la globalisation, comment est-ce qu'on veut vivre à terme. Je pense que mon collègue a raison, ça ne peut se faire qu'au niveau de l'Europe. De nouveau, je suis optimiste. Je trouve que l'Europe a pas mal réagi. On a pris une leçon des Britanniques sur effectivement cet aspect géopolitique. Mais sinon, en dehors de ça, on a quand même soutenu des activités comme CureVac. Alors ça reste compliqué parce qu'on a une fantastique démocratie, parce qu'effectivement on a inventé, en Belgique on a le consensus, là-bas on a l'unanimité à 27. C'est chiant, mais c'est fantastique. Je veux dire, moi je trouve ça génial. Et je suis désolé, enfin je sais que je contredis mon ami, mais c'est l'endroit le plus chouette pour vivre, quoi. Point. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis fan des États-Unis, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie d'y être. Point. Et ça, c'est quand même, c'est important de respecter toutes les voies et respecter les modes de décision, parce qu'in fine, il y a encore un lien social et une envie de se battre. Le professeur dit que c'est grâce au fait que mes amis se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés pour défendre la démocratie, pour défendre l'endroit où ils sont, pour défendre leurs citoyens. Aux États-Unis, on ne se défend. Non, je suis d'accord, professeur, mais je dis que la moitié, voire les 3/4 du système médical américain fonctionne uniquement pour l'argent. Ici, vous avez encore le moyen de défendre des valeurs humaines dans votre capacité. Et ça, c'est pour moi le bénéfice de la démocratie. Et effectivement, ça va avec son lot d'emmerdes et le lot de conneries qu'on lit tous les jours dans la presse. Mais moi, je suis heureux. Enfin, je veux dire, en tous les cas, je trouve que c'est sympa. Et non, il y a on a appris plein de choses. On est actif. Effectivement, bon, je ne parle pas de moi. Enfin, je ne parle pas de la société que je représente. Mais enfin, quand même, on est aujourd'hui impliqué dans 4 programmes Covid. Vous croyez qu'on peut le faire comment? On peut le faire parce qu'on a GSK, parce qu'on a UCB, parce qu'on a des fantastiques universités, parce qu'on a une collaboration sud-nord avec des gens comme la KUL, avec des gens comme le Zifus, des gens comme Zifus qui sont à Gand. Donc tout ça existe. Pourquoi? Parce qu'on est belge, parce que we spreken Nederlands. Ceci dit, je vous interromps 2 secondes. Oui. En parlant de synergie. Une des questions, et on en a discuté en préambule du débat, c'est est-ce qu'il faut un IMEC wallon? Donc pour avoir été visité Leuven il y a 1 an et demi, c'est vrai qu'il y a des synergies entre l'université, les autorités politiques, donc pour Maître Idouani, avec évidemment IMEC en tant que tel. Il y a le développement d'un cluster énorme en lien avec l'entrepreneuriat qui fait qu'aujourd'hui, énormément de sociétés biotech flamandes rayonnent. Alors, il y en a aussi en Wallonie, mais l'écosystème qui a été créé en Flandre est parmi les plus importants au monde. Pourquoi ça n'existe pas en Wallonie? De nouveau, c'est en tant que citoyen. Donc, aide-toi toi-même, le ciel t'aidera. Moi, j'ai commencé ma carrière dans un environnement bilingue, dans une société belge. Il faut se rendre compte que le belgicanisme n'existe plus. Donc, vous parliez tout à l'heure du fait que Céléval, ou je ne sais plus, Céléval est phagocyté par les Flamands. La Générale de Banque a été phagocytée par les Flamands dans les années 80, dans les années 90. Fine. Ils maîtrisaient les langues, ils maîtrisent l'armée, ils maîtrisent les banques. Moi, je trouve ça très chouette. Je dis juste que si on prend notre sort entre nos mains, on peut retrouver une fierté et on peut retravailler. Arnaud Marchand, ULB, qui était le patron de l'IMI, à l'ULB, a fait un deal avec son équivalent professeur Van Damme à Anvers pour mettre pendant la crise sur pied un institut pan-belge destiné aux maladies infectieuses. C'est faisable. Simplement, effectivement, l'IMI a acquis une certaine notoriété internationale. Donc moi je trouve que l'IMEC c'est très chouette qu'il soit à 40 km. Oui. Je rêve de travailler avec la KUL, mais s'ils ne veulent pas de moi, je vais voir ailleurs. Donc c'est ce que nous avons fait. Effectivement, il y a aujourd'hui des difficultés à travailler avec la Flandre, mais quand c'est possible, mais est-ce qu'il y a une difficulté à travailler avec la Flandre, ou bien est-ce que le problème est plutôt en Wallonie, où il y a des difficultés à rassembler des forces vives pour développer quelque chose? Moi, j'adore les problèmes. Ma vie est faite d'emmerdes tous les jours.
La seule chose, c'est que vous me les listez en face de moi. Si vous me dites que j'ai 500 emmerdes sur la journée, ça me fait peur. Si vous regardez ma journée, j'en ai résolu 1000. Donc je dis fondamentalement, on peut se faire mal. On peut dire qu'on est des nains, et peut-être que vu de l'extérieur, la Wallonie est en tous les cas un nain. Moi je dis juste qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le futur et la capacité à effectivement déployer quelque chose de positif. Et si on a avec Jürgen des sociétés qui sont internationales, 350 personnes à travers le monde, et je le prends lui parce qu'il gagne de l'argent, moi j'en perds encore, c'est juste pour indiquer que quand on a de l'ambition et quand on veut y aller, on peut y aller. Pourquoi est-ce que nous, on a été écoutés par Bill Gates? Simplement parce que, contrairement à ce que le professeur croit, je savais que les États-Unis sont les mieux préparés. En 2010, lors de la crise de la grippe, j'étais dans le bureau de Jean Stéphane. Et il faisait ses allotments entre les différents batchs de vaccins qu'il avait pour la grippe. Un petit peu aux États-Unis, un petit peu à la Grande-Bretagne. Alors on lui demande gentiment et naïvement, et les pays en voie de développement, on n'a pas, on n'a pas. Et donc à ce moment-là, on a commencé à réfléchir, puis on a été aux États-Unis, on a été au CDC, on a regardé, on s'est dit, tiens, prévoir une société pour éventuellement être prêt pour une pandémie future, ça serait pas mal. Et c'est tout bête, enfin, je veux dire, on n'a pas été des génies, on a juste, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a un problème futur qui va se présenter, on a cru en nous, on a utilisé l'écosystème, vous êtes ici à peine à 20 km de GSK, et puis point barre. Et à part ça, on a beaucoup travaillé. Donc ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut réintégrer dans le mindset, mais sinon, on n'est rien d'exceptionnel. Laurent Jadot, en quoi bon, on a bien compris qu'un Nîmes-Équalon, pas forcément, donc, mais en quoi Non, mais je pense qu'il y a pour revenir, il y a quand même il y a déjà des initiatives. Il y a des BioWin. BioWin qui représente l'industrie de Life Science, a dans son objectif de créer des ponts avec les hôpitaux. Ben voilà. Donc parce que effectivement, et si ça se passe, on aura accès à plus de centres de recherche, on aura accès à plus de retours terrain, on pourra influencer. Donc on fait des choses. Alors effectivement, on n'est pas du tout au niveau de la Flandre, mais de nouveau la Flandre, c'est le top mondial. Enfin, il faut s'en rendre compte, quoi. Ils sont numéro 1 ou numéro 2 au monde. Est-ce que nécessairement, quand vous commencez le tennis, vous voulez devenir Nadal ou Federer? Moi, je suis content d'être 20e joueur mondial. Je n'ai pas de problème. Donc, je pense que c'est ça qu'on doit voir. Et donc, IMEC, c'est une référence mondiale. Ça a battu les Coréens, ça a battu les Japonais. C'est exceptionnel. Visons moins haut et délivrons. Aller de la 50e à la 20e place, quoi. Et en quoi ça vous aiderait? Merci. Je caricature, c'est pas mieux. Et les hôpitaux sont quand même des gros employeurs de la région, des gros acteurs économiques. Et ils sont demandeurs, et je parle vraiment au nom de la fédération hospitalière qui unit ça, on est vraiment demandeurs au niveau des hôpitaux généraux d'avoir des partenariats avec l'entreprise, et non seulement dans la recherche clinique, que ce soit pour certaines molécules infectieuses ou dans le cancer, peu importe, mais aussi dans tout ce qui est industrie. Donc on a des projets tous les jours, on a des projets de construction, on a des projets de digitalisation, donc on est vraiment demandeur de partenariat avec l'entreprise. On n'a pas malheureusement les structures comme l'université, et donc on a besoin de moyens. Et je crois que les moyens, on peut quand même les trouver ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui sont compétents, on a des gens qui sont motivés, mais qui passent leur temps à soigner des patients. Et donc si on avait au moins 1 ou 2 équivalents temps plein par structure hospitalière de 800 lits, pour faire le lien entre l'industrie et l'hôpital, dans toutes les cellules, dans des postes qui seraient recherche et développement, je pense qu'on a vraiment tout intérêt, l'un et l'autre, à collaborer ensemble, et pour pouvoir développer et exposer, parce que les hôpitaux restent des vitrines et des essais qui pourraient être vraiment porteurs pour toutes les industries. Voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Et là, on pourrait passer de la 50e et de la 20e. Monsieur Jadot? Oui, je voulais rajouter un petit quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que moi, je suis un jeune médecin, je travaille dans un hôpital qui est une structure privée, qui a le financement qu'elle a. Je l'ai découvert pendant la crise, je ne vais pas m'en cacher, je ne suis pas du tout un expert du domaine économique. Ce que je peux dire par contre, et je rejoins un petit peu mon collègue, c'est que peut-être que politiquement, on dresse des barrières entre la Flandre et la Wallonie.
On a l'occasion là actuellement de participer à un essai thérapeutique sous la houlette de la KUL. C'est une étude, sous forme d'une étude multicentrique en Belgique. Et les contacts que j'ai avec les personnes de la KUL sont vraiment excellents. Ils sont des personnes très disponibles, très sympathiques, ouvertes. Il n'y a pas du tout de compétition malsaine. Et c'est vrai que j'ai parfois l'impression qu'on part avec un a priori, que ce soit en tant que wallon, en tant que flamand, que ça va être difficile de travailler ensemble. Et moi, ma grande surprise, si je peux dire, que du contraire. Donc je suis quand même plutôt optimiste dans cette collaboration-là. Mais je pense en effet que refédéraliser, c'est une nécessité. Et je pense qu'il faut mettre de côté ses ambitions personnelles, les idées locales ou régionales qu'on peut avoir, qui sont parfois différentes. Mais dans ce domaine-là, je suis assez... je pense vraiment que la crise va avoir un effet favorable à ce niveau-là. Non, celui-là non plus. Ah si, il marche. Est-ce que ce besoin de synergie plus grand qui est exprimé ici par les deux acteurs de terrain, vous le rejoignez? Et si oui, de quelle manière? On a parlé de refédéralisation tout à l'heure, mais... Qui serait contre des synergies? On passe notre vie à faire... Oui, sauf qu'au niveau politique, on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de freins. Alors, au niveau politique, il faut bien se rendre compte que tous les organes régaliens sont aux mains de la Flandre. Tous. Les seuls centres de décision qu'il nous laisse sont des centres mineurs. Je peux vous le dire d'expérience, puisque je participe à plusieurs plateformes fédérales où se prennent des décisions ou bien les avis sont rendus pour le gouvernement fédéral. Je précise tout de suite que ce n'est pas le Céléval, puisque le Céléval, les experts sont nommés sur base purement politique et que c'est la raison pour laquelle il n'y a que des Flamands, puisque l'intérêt de la Flandre prime sur le reste. Donc ça, c'est absolument clair, net, précis. Je dirais bien que la Flandre, évidemment, collabore très très volontiers avec la Wallonie. J'ai moi-même plusieurs projets avec les Flamands, mais quand ça les intéresse, et c'est eux qui ont vraiment les cartes en main, pour plusieurs raisons, parce qu'ils sont extrêmement soutenus. C'est un message politique. dur là quand même. Je suis réaliste. Vous me posez une question, je vous réponds. Ah oui, je vous en remercie. Voilà, merci. Donc, ils sont soutenus au niveau politique. Nous, je ne vais pas dire que nous ne le sommes pas, mais nous avons une dispersion du paysage universitaire. Monsieur le recteur, je vous regarde. Vous avez connu et suivi le dossier. Nous avons eu, c'est peut-être moins vrai pour l'instant, des ministres, ou un en tout cas, qui voyaient absolument pas d'un bon gré certaines synergies entre universités. J'oserais même dire qu'il y a eu plus que des manœuvres pour empêcher ces synergies et ces fusions. Sans m'avancer plus, ces manœuvres se poursuivent à l'heure actuelle entre certains rapprochements qui sont pourtant évidents. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'on vit dans un pays de cocagne, que les Flamands sont merveilleux. Je le crois, je leur dis, ils sont très bons. Je collabore avec eux, effectivement. J'ai des synergies avec eux. Je sais exactement quelles sont les règles du jeu. Je sais, et je ne vous dirai pas ça pour les offenser, parce que j'ai vraiment des amis en Flandre, des vrais amis. Je sais qu'ils vous acceptent, si vous parlez leur langue. C'est une condition quasiment incontournable. Quand je dis je vous accepte, à un niveau où vous pouvez vraiment discuter avec eux de choses réellement sensibles et importantes. Sinon, oui, vous pouvez parler votre langue, bien évidemment, mais ils ont en main l'économie, ils ont en main tous les organes régaliens du pays. Quand je vais dans des réunions importantes, comme je veux le signaler, je constate qu'il y a 90% d'amis, et j'insiste sur le mot, d'amis néerlandophones avec qui j'ai réellement des liens d'amitié, mais je me retrouve parfois seul, en minorité. J'ai déjà, je ne citerai aucun nom ici, averti plusieurs cabinets ministériels wallons en disant « Nous avons des réunions au niveau national où des décisions seront importantes, tant économiques que politiques. » Et je dis « Est-ce que vous voulez inviter ou me déléguer quelqu'un ?» Et on me répond toujours « Nous n'avons personne qui parle le néerlandais, mais je dis « Ça peut se faire en anglais. » Nous n'avons pas vraiment le niveau pour suivre la discussion en anglais. Ça, ce sont des choses qui me reviennent, ce ne sont pas des choses que j'invente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre niveau de préparation, et là on retombe sur l'enseignement supérieur et l'enseignement, etc., et on sort un peu du débat, mais tout est dans tout. Ça veut dire que nous, francophones, sommes très très mal préparés à
être confronté à des Flamands qui, eux, ont pris la mesure de l'importance de l'anglais, de l'importance des langues internationales et qui, bien évidemment, s'imposent et sont extrêmement proactifs dans le domaine. La WEX, il faut les féliciter parce qu'ils font un effort remarquable. Voilà, si vous voulez un point positif, je vous le donne. Et il y en a plein d'autres en Wallonie. Je suis heureux de me rendre compte que je ne savais pas que je vivais dans un pays de cocagne, mais je suis très heureux de savoir que tout va bien. Donc ça, vraiment très heureux. Mais néanmoins, il faut savoir que les Flamands ne sont certainement pas nos ennemis, mais il faut savoir aussi qu'ils pensent flamand, qu'ils mangent flamand, qu'ils boivent flamand et qu'ils voient leur intérêt. Si nous étions dans leurs chaussures, je pense que nous ferions exactement la même chose. Donc, la discussion, oui, les synergies, bien évidemment, mais je ne pense pas que nous sommes toujours en position de force, peut-être, mis à part quelques rares exceptions qui ont, par ailleurs, qui sont des exceptions parce qu'ils ont eu un soutien inconditionnel de la région wallonne aussi et qu'ils ont bénéficié de financements importants aussi au moment où ils se sont lancés. Monsieur Delval, est-ce qu'il faut réformer le paysage de la recherche en Belgique francophone et en Belgique de manière plus générale, d'après vous? Réformer le paysage de la recherche, je pense qu'il faut rendre la recherche beaucoup plus accessible aux différents secteurs, qu'ils soient publics ou privés. On doit pouvoir créer des liens plus faciles avec des universités, avec des entreprises. Il faut vraiment soutenir ce lien, et, enfin, le renforcer, le créer quasiment. Oui, tout à fait. Qui doit? C'est l'autorité politique. C'est l'autorité politique fédérale, parce que j'entends beaucoup parler de communautaire, mais heureusement le Covid ne s'arrête pas à la frontière. Et on a été quand même contrôlé, on est contrôlé régulièrement, enfin tout le temps par des agences fédérales. Et le débat m'a fait, enfin on a quand même une grande capacité de résilience, hein, on oublie des choses. Et en discutant comme ça, j'ai revécu quand même des épisodes du mois de mars-avril, où je me dis, tiens, on est contrôlé sans cesse par l'agence fédérale de ceci, l'agence fédérale de cela, pour respecter des règles, des procédures, des certifications, on est formé à ça. Et le jour où on a besoin de matériel délivré par cette même autorité, on nous donne n'importe quoi. Et là, ça fait mal, et là, ça m'a vraiment mis en colère. Je me dis, tiens, on respecte les règles, et une fois que l'autorité doit respecter la règle, c'est fini, elle ne respecte plus, et elle vous envoie... La simplification administrative, c'est quelque chose qui doit être mis au top des priorités? Oui, la simplification administrative, la confiance, arrêter de faire du contrôle sur du contrôle et du recontrôle. Il faut vraiment fluidifier les choses, fluidifier les flux, les transferts entre entreprises, entre acteurs de terrain. Il faut que les choses soient beaucoup plus simples. On peut aujourd'hui aller en tant qu'ASBL avoir une déduction du précompte professionnel si on arrive à démontrer que l'on fait de la recherche et que les gens qu'on emploie pour faire certains projets qu'on doit remettre à jour tous les mois, on saute des masters en sciences, soit des bacs en sciences, et là on peut aller chercher jusqu'à une économie on nous rembourse 80% du précompte. Le précompte, c'est à peu près 15% du salaire, donc 80% encore maximum de ce précompte, mais ça fait une petite somme qu'on peut réinjecter dans de l'emploi pour soutenir la recherche. Mais il faut le faire des démarches administratives qui sont lourdes. On est après typé par Belspo qui donne ou pas l'agrément, et puis par le ministère de la Finance qui va dire non, rendez-moi le précompte, c'est pas de la vraie recherche que vous faites. Donc assouplissons les règles et permettons à tous les hôpitaux, parce qu'on fait partie d'hôpitaux qui ont souscrit justement à Belspo, pour pouvoir justement soutenir la recherche et l'interaction avec l'entreprise et l'industrie. Monsieur Guella, vous voulez réagir? Revenir sur la très grande gratitude de nos amis flamands par rapport à nos initiatives wallonnes. Je vous donne un exemple concret qui a été dans les journaux. Avec des amis néerlandophones de la protection civile, nous avons imaginé très tôt, en début de la crise, un camion mobile. Vous avez peut-être entendu, ou certains d'entre vous ont entendu cela. Ce camion mobile, c'est un camion de la protection civile qui, par ailleurs, est fédéral. Hein, ça, je ne vous cache rien, ça dépend du Peter de Crème. Et donc, ce camion a été acheté au lendemain des attentats de Malbec-Zaventem, essentiellement pour contrôler les risques qu'on appelle CBRN dans notre jargon, donc civil, biologique, chimique, biologique, radiologique, nucléaire. Ce camion ne fait pas de biologique, il fait surtout du chimique, et il est là, il est utilisé quand il y a des accidents de la route ou des accidents de train où des substances toxiques sont libérées, et pour protéger la population le plus vite possible. Nous avons donc au niveau de l'UC Louvain, fort de notre expérience en Guinée, où nous étions partis avec la protection civile, qui sont vraiment des amis, très vite j'ai pris contact avec eux en disant recombinons, reformatons ce camion en labo Covid pour pouvoir circuler en Belgique et mettons-le au service de l'État belge.
Nous avons fait le dossier en flamand, Monsieur Bulto, et en français. Ce dossier a, je dois bien avouer, été soutenu à bout de bras par Peter de Crème qui a dit c'est extraordinaire les gars, vous avez mon soutien. Et puis ça a été bloqué où? Chez Monsieur de Backer. Et nous avons essayé par tous les canaux possibles, non pas de faire passer le dossier parce que on le met à disposition des tabelles, on n'a pas à pousser un dossier. Mais par tous les canaux possibles et imaginables, y compris le Palais Royal, nous avons essayé de comprendre pourquoi ce foutu camion n'était pas activé et pourquoi nous n'avions même pas de réponse du gouvernement. Il m'a été dit en haut lieu, très très haut lieu. La chancellerie, quoi. Je ne cite jamais de nom, monsieur. Moi, Jamais. j'essaye de savoir. C'est Jamais, mon boulot. mais vous ne saurez pas. Vous n'avez pas à savoir. Mais j'essaye. D'ailleurs, je vous donne une information. En très très haut lieu, on m'a dit, n'essaye plus, c'est un problème communautaire, c'est une initiative wallonne, c'est l'UC Louvain et les francophones. La KUL, Gand et Anvers ne veulent pas entendre parler d'une initiative francophone. Ce Covid est une visibilité extraordinaire pour les universités flamandes. Il n'est pas question que vous jouiez le troublion dans ce dossier-là. Or, je rappelle que la protection civile était un partenaire et que la protection civile dépend du ministère de l'Intérieur qui, je vous le rappelle, est un ministre flamand. Donc, même Peter de Crème m'a dit « Kan er niks tegen ». Voilà. Je ne sais rien faire pour t'aider, c'est vraiment au-dessus de moi, mais le dossier est bloqué. Donc, oui, la synergie avec les Flamands, j'applaudis à deux mains quand ils le veulent bien. Alors avant de vous donner la parole pour l'une ou l'autre question, je voudrais quand même faire un tour de tout le monde. On est en phase, paraît-il, de formation d'un gouvernement. Il me semblerait que ça se dessine pour les prochains jours, malgré tout. Alors, quelle est, d'après vous, et je vais faire vraiment le tour l'un après l'autre, la priorité en matière de recherche, en matière pour dynamiser ce secteur de la santé, pour se mettre en capacité de faire mieux face, notamment à une pandémie. Monsieur Jadot, s'il y avait une mesure à prendre d'après vous. Je voulais juste faire une toute petite remarque avant. Oui. Peut-être que ça me donnera une idée. Non, je pense que ce qu'on disait vis-à-vis de la Flandre, je découvre ça. Je suis plutôt de Liège, donc forcément je connais un peu moins Bruxelles et la Flandre. Les synergies entre l'entreprise et le médical, je pense que ça a beaucoup de sens. Ça existe visiblement très fort en Flandre, c'est très performant, c'est quelque chose que je savais. À Bruxelles, ça existe aussi, j'en ai des exemples en tête. Je n'ai pas du tout le sentiment que ça existe, en tout cas dans mon domaine. Je suis très rarement en contact avec des industriels. Ici, pendant la crise, on a eu l'occasion d'échanger avec certaines industries qui nous ont proposé assez naturellement de venir notamment faire des pièces en plastique avec des imprimantes 3D pour remplacer tout ce qu'on risquait de ne plus avoir. Donc, des choses sont possibles, je pense, mais il n'y a pas assez de discussion. Et pourtant, des idées dans des domaines comme le mien, aux soins intensifs, on a besoin de matériel de différents types très complexes et peut-être des technologies qu'on pourrait modifier dans les années à venir. Des idées, on en a. Je pense vraiment qu'en tant que médecin, de ce qu'on aurait besoin, on en a. J'ai pas l'impression, par contre, d'avoir de possibilité de communiquer, en tout cas de contact avec des gens de l'industrie qui sont intéressés. Quelques-uns en face de vous. C'est peut-être lié au secteur privé. Peut-être qu'on pense que le secteur universitaire doit être privilégié. C'est possible, même si cette crise-ci a bien montré que tous les hôpitaux sont équitables face à une crise et tous les hôpitaux ont participé. Donc voilà. Vis-à-vis d'une chose à retenir pour le gouvernement, je pense que comme je l'ai dit au tout départ, c'est assez difficile pour moi d'avoir le recul nécessaire pour imaginer l'avenir. J'ai pas assez de connaissances dans le domaine que pour avoir une synthèse nette. Mais en tant que personne du terrain, je pense que ce qui était important, en tout cas ce soir, c'est que je délivre un peu le message, le ressenti. Mais j'ai honnêtement une priorité à afficher comme ça. Je trouve que c'est assez difficile à dire. Monsieur Bulto ? Je vais de nouveau être très iconoclaste. Et je pense que M. Gallin n'a pas compris le sens de mon propos. Quand je dis qu'effectivement il faut se prendre en main, c'est insupportable que les fonctions régaliennes soient monopolisées par une partie de la population qui a une culture différente.
c'est juste insupportable. Et ça, je le pense. Et si on veut réintroduire du respect, il faut, à mon sens, aller plus loin dans cette séparation pour qu'on puisse se regarder face à soi-même et arrêter d'imaginer que c'est à cause de l'autre que ça ne va pas chez nous. Donc moi, je sais que ça peut paraître un peu iconoclaste, mais je serais plutôt en faveur d'une plus grande régionalisation, ou en tout cas une plus grande indépendance, qui d'ailleurs réglerait les problèmes de coordination, parce qu'effectivement on serait en charge de notre propre coordination, et peut-être on retrouverait une certaine fierté à être un partenaire d'égal à égal avec les régions avoisinantes, en ce compris nos amis flamands avec qui on a un fabuleux passé. Donc c'est l'essentiel de mon objectif, parce qu'aujourd'hui j'ai beau franchement réfléchir de manière intelligente à ce que fait le gouvernement fédéral, je ne vois pas en quoi il a une influence sur moi. Vous pouvez me parler de la recherche, mais aujourd'hui la recherche elle est essentiellement au niveau wallon. Donc M. Gala m'a renvoyé un argument comme quoi j'ai été aidé par la région wallonne, et c'est fantastique parce que c'est vrai. Il y a un potentiel énorme d'attirer des sociétés étrangères. Donc mon discours est en permanence d'ouvrir les frontières, de faire vivre cette région comme une Silicon Valley pour notamment dans le domaine médical, créer plus d'emplois, que cette richesse ruisselle sur la population ouvrière, qui reste ma préoccupation principale étant né à Charleroi. Donc je pense qu'il y a arrêter d'être toujours en confrontation pour reprendre une certaine autonomie, se retrouver face à ses propres défis, parce qu'à un moment, on se ferme un peu les yeux. Je trouve que ça, c'est fabuleux. Parce qu'en gros, aujourd'hui, le fédéral, pour moi, je vois pas. Enfin, ils ont une vision vis-à-vis de l'Europe, donc ça, c'est clair. Mais donc ça, c'est une fonction qu'ils doivent garder, parce que ils ont quand même le levier fiscal en main, qui est quand même un levier important. Oui, mais in fine... comment est-ce qu'ils peuvent utiliser si vous êtes, évidemment, si vous parlez à un entrepreneur, en termes de fiscalité, on est évidemment pour que la fiscalité revienne dans le moins possible au niveau de l'ISOC. Mais en termes d'incidents, par exemple. Oui, mais fondamentalement, et là, je ne devrais pas, en présence de mon attaché de presse, mais est-ce qu'on peut parler du fait qu'on n'a toujours pas résolu le problème de la surreprésentation de la fonction publique dans notre économie? C'est un problème d'efficacité, c'est pas un problème de résultat. On souffre tous du manque de résultats, c'est un problème d'efficacité. Donc moi je dis simplement que tant qu'on ne la regarde pas en disant qu'elle est à nous, et de nouveau c'était l'objet de ma première discussion avec mes collègues, c'est de dire je suis juriste à la base, donc pour moi l'état de droit c'est la seule chose, je ne veux jamais enfreindre la loi, je peux changer le politique mais je ne veux pas enfreindre la loi. Donc aujourd'hui je dis qu'il faut que nous allions, que nous reprenions, que les gens reprennent le contrôle de leur politique, et pour ce faire qu'ils aient tous les leviers pour avoir une influence. Or aujourd'hui on complique une situation qui serait déjà un peu compliquée en Wallonie, effectivement, et moi je peux vivre avec une gauche prédominante, parce que je pense qu'elle peut être rationnelle aussi, elle peut voir aussi son intérêt, mais aujourd'hui, il y a beaucoup trop de strates, il y a une culture différente au nord du pays, il y a une culture différente au sud, il y a des intérêts différents, ils sont en train de défendre une position privilégiée, nous on est au bas de l'échelle. Enfin, c'est impossible d'arriver à un consensus. Pour moi, c'est une réalité. Revenons sur quelque chose de plus important. Déjà, une société normale est traversée par plein de courants. Les conservateurs à gauche, les progressistes à gauche, les conservateurs à droite, les progressistes à droite. Donc, pourquoi en plus rajouter un problème culturel et un problème économique, parce qu'ils sont une région dominante et on est une région pauvre. Donc, éliminons une partie des problèmes, et en tous les cas, ce nécessaire consensus, reprenons notre sort entre nos mains, et c'est ce que je voulais dire en disant, j'ai arrêté de me battre au niveau de la Générale de Banque, parce que, comme dit M. Gala, il me regarde gentiment, et j'ai plein de copains, donc moi j'ai fait la une du tape, parce que j'ai plein de copains là-bas, et ils m'adorent, ils m'ont toujours traité comme le plus flamand des Wallons. Nevertheless, je n'avais aucune chance de faire carrière. On était de la chair à canon, point barre. On servait juste à servir les intérêts. Il y avait des réunions extrémistes dans les locaux de la Générale de Banque à cette époque-là. Sans parler de l'AKB. Enfin, il n'y a rien de grave à ça. Ce qui est grave, c'est de ne pas en tirer, de nier, de le voir et de ne pas prendre les conséquences de ce qui se passe. Pour moi, ça, c'est grave. Pour le reste, c'est normal. Finalement, je suis très en accord avec ce qu'il dit. Si je me mets dans leur place, j'aurai aussi une position dominante. Qui est-ce qui, à partir d'une position dominante, s'est dit « Ah oui, je vais aider le pauvre » C'est rare, hein. Enfin, je veux dire, oui, on peut parler de... Mais globalement, vous avez une position dominante, vous essayez de la garder. Donc voilà, ça c'est mon message. Je sais que c'est pas très consensuel,
Mais je trouve que c'est Mais intéressant. c'est votre avis. Oui, c'est en tout cas un avis. Monsieur Gallet? Vous voyez que vous avez des supporters dans la salle. Donc, merci. Monsieur Marcoux, vous avez entendu, il y a des supporters pour la régionalisation, Monsieur Marcoux. Donc, oui, effectivement, ma remarque sur le budget n'était pas négative, c'était factuel. Hein. Et tu n'es pas le seul à avoir des budgets de la région wallonne, ça c'est bien clair. Je n'ai pas dit ça de manière ni agressive ni négative. Bien sûr, mais on est d'accord là-dessus. Maintenant, je pense que la question La priorité, porte sur oui. l'avenir. Alors, ce qui manque réellement, vraiment maintenant, il y a deux choses. C'est ce qu'on appelle le visual analytics, c'est-à-dire qu'on est bombardé de données de Science Anno qui ne veulent absolument rien dire, qui montrent le niveau d'anxiété à son paroxysme dans la société, qui ne représentent absolument pas la réalité médicale, qui sont commentés par des gens qui ne comprennent manifestement pas la statistique de base, et y compris des épidémiologistes, ce qui est quand même extrêmement grave. Et donc je pense que là, au niveau de l'État, nous avons besoin d'avoir des indicateurs de gravité de la progression d'une épidémie qui intègrent aussi les données des soins intensifs, ce qu'on n'a pas, les données de charge virale, c'est un terme un peu technique qui vous indique le niveau de positivité. Vous êtes très positif en virus, donc très dangereux, très contagieux, ou pas du tout, ou très très peu. Ça, on n'a pas. Donc, ce qu'on appelle les données de base, les indicateurs de sévérité, ils sont absolument lamentables pour l'instant. Le seul problème, c'est qu'on utilise ces indicateurs lamentables et fragmentaires, mal compris, mal commentés et donc mal utilisés pour prendre des mesures qui sont extrêmement pénalisantes sociétalement, psychologiquement, économiquement, monsieur de Boissèche, économiquement, c'est une catastrophe. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Donc ça, pour le futur, il faut absolument augmenter. Deuxièmement, je viens de l'hôpital et on a commenté l'hôpital. Je voudrais qu'on n'oublie pas la première ligne. Ils ne sont pas là. Je vais donc parler en leur nom. Les médecins généralistes sont votre première ligne. N'oubliez pas les médecins généralistes. Ils ont été complètement oubliés dans cette crise. Ils ont été complètement laissés seuls. Il n'y a personne qui les a protégés. On parle de pénurie de masques. Ils n'en ont pas eu. Ils n'avaient pas de matériel de protection. Ils n'avaient pas de masques. Ils n'avaient pas de tests. Ils n'en ont toujours pas d'ailleurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les engueule parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, parce qu'on les inonde de papier et qu'on leur demande de faire des milliers de tests qui n'ont absolument aucun sens. Aucun sens. Il n'y a aucune logique médicale quand on dit qu'il faut tester plus. Bien évidemment, mais il faut tester mieux. Il faut tester les gens qui doivent l'être, c'est-à-dire les gens avec des symptômes, et franchement lâcher la grappe à ceux qui reviennent de zones rouges et qui, comme vous et moi, vont manger et se sentent parfaitement bien. Ça n'a aucun sens. Ça coûte des millions, ça prend une énergie folle, donc des tests rapides, oui, déployables sur le terrain pour les généralistes, certainement utilisables aux soins intensifs et en médecine d'urgence, absolument, on n'en a pas, et des tests qu'on va utiliser de manière un peu intelligente, si possible, merci, ciblée, logique et utile. Et je pense que si on fait ça, et ce sont des mesures simples, croyez-moi, c'est simple, ce n'est pas compliqué. La biotechnologie wallonne, tu viens de le rappeler, est un des secteurs d'excellence, non seulement en Belgique, mais en Europe. Donc nous avons, non d'une pipe, toutes les armes pour être efficaces, mais utilisons-les aussi correctement, et là je te rejoins. Merci. Monsieur Delval, on termine avec vous. Votre priorité? La priorité, pour moi, c'est vraiment de créer du lien entre l'industrie et l'hôpital. Et je pense que ça peut être très simplement par la création d'emplois. On parlait tout à l'heure de 2 équivalents temps plein par hôpital de 1000 lits. Donc pour le pays, ça fait maximum 100 ETP. On a maintenant créé des réseaux hospitaliers, donc on pourrait répartir ça par réseau hospitalier. Il y en a 8 en Wallonie, ça ferait une trentaine de personnes maximum. Ça fait un budget, si on compte 70 000 euros de salaire, bon, on peut aller jusqu'à 30 millions, 100 millions pour le pays, 30 millions pour la région wallonne. C'est pas énorme, sachant qu'on a quand même libéré 400 millions d'euros pour le fonds Bouse Blanche. Donc pourquoi pas libérer un financement pour créer des gens dont
La responsabilité serait de coordonner des pôles de recherche et développement et d'assurer le lien entre l'entreprise et l'hôpital, qui, je le rappelle, n'est pas qu'une structure de coût, mais joue aussi un rôle important dans l'économie de la santé, la santé de l'économie, parce que si les hôpitaux sont là, ça permet à vos collaborateurs et vous-même d'être en bonne santé, de pouvoir travailler, et c'est le travail qui génère aussi. Et de générer de la valeur ajoutée. Tout aussi, à fait, la valeur ajoutée. Merci à tous les quatre. Alors, je me suis déjà fait sermonner pour le timing, donc je vais juste prendre 2 petites questions. Monsieur ? Ceux qui sont le plus avancés chez J&J en termes de vaccins, c'est l'usine Janssen en Belgique, qui font des tests en Hollande, mais c'est quand même la recherche est en grande partie en Belgique. On peut rappeler Jean Steffen, ancien de GSK, qui fait un magnifique boulot actuellement dans une boîte allemande qui s'appelle CurePath. On entend moins parler, mais je suis convaincu qu'il arrivera à quelque chose. On peut rappeler Pfizer, qui est rentré plus récemment dans la course au vaccin, et c'est à Purs qu'ils font le plus gros du boulot. On peut même rappeler que le vaccin anglais développé par l'université d'Oxford, dont le CEO est un ancien directeur de la CUL, eh bien ce vaccin-là, le vaccin anglais, les principes actifs sont actuellement produits à Senef, en Belgique. Donc quand on voit un bilan pareil, on peut se dire, mais quel pays extraordinaire! Alors évidemment, si on se dit, moi je suis wallon et j'ai le mal du pays, quand je passe la frontière linguistique à 10 km d'ici, au-dessus de Wavre, pour aller à Leuven par la petite route d'Amemil, alors là, évidemment, en Belgique, on est foutu, on est mort parce que dans 10 ans, ou bien on sera tous très internationaux et on aura par hasard notre domicile ici. Oui, ma question c'est, je suis furieux qu'on ait dit des choses aussi terribles sur la Wallonie. La Wallonie, je vais vous dire, c'est tout petit. Alors, on doit vivre maintenant en Belgique, on doit viser l'international, la Flandre, la France. Pourquoi? Non, moi je ne l'ai pas compris comme tel. Moi j'ai trouvé que vous disiez... Et deuxièmement, moi je suis émerveillé de la qualité intellectuelle de certains de nos grands spécialistes flamands. Pour la petite histoire, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, je connais très bien de très grands profs à Leuven, c'est vraiment devenu des amis. Je les ai toujours trouvés supérieurs à ce qu'on fait en Belgique francophone. Donc, arrêtons de se voir comme des frères ennemis. On va travailler ensemble. J'espère que vous parlez déjà tous le flamand. Et donc, c'est le minimum, c'est qu'on se mette d'accord là-dessus. On a un petit pays qui a 2 langues. Les gens, surtout en région bruxelloise et Brabant-Wallon, parlent les 2 langues. Voilà. Merci. Monsieur Gala, vous voulez réagir? Est-ce que le discours a été pessimiste? Oui? Court. Bedankt voor uw opmerking. Ik heb helemaal geen probleem om met u in het Nederlands te spreken. Dus, une deuxième question en vitesse? Non, la deuxième chose, c'est que l'Europe est très importante. Et comment et pourquoi croyez-vous que nous sommes présents dans des projets européens? Monsieur le recteur, vous savez que les projets européens sont hyper compétitifs. Je pense, je n'ai plus ton prénom, c'est Hugues. Oui, Hugues, excuse-moi. Hugues, tu seras d'accord avec moi, je pense, au moins sur ce point-là. Quand on passe dans des projets européens en tant qu'universitaire, c'est que les projets sont de très haut niveau et que le partenaire qui en fait partie aussi. Nous avons plein de projets européens. Donc, ne me faites pas dire ce que nous n'avons pas dit collectivement non plus. C'est bien évidemment que nous avons une excellence et bien évidemment que nous jouons cette carte-là et que nous sommes représentatifs au niveau européen. Et vous avez rajouté simplement de l'eau à mon moulin. Merci beaucoup. Hugues, j'en profite quand même pour nous excuser par rapport au son. En fait, c'est la première fois au cercle que nous organisons un présentiel et un virtuel. Donc voilà, je voulais juste nous excuser. Ça fait partie des aléas, des nouvelles technologies, des nouveaux métiers maintenant, après Covid. Donc voilà, je voulais juste m'en excuser. Je vais rester assis parce que, pour respecter les règles. Mais je vais plus parler en tant qu'entrepreneur d'une PME, en fait, patron de PME. Je m'attendais aujourd'hui, et je suis d'accord, donc je suis heureux d'apprendre qu'il va y avoir 7 débats
Je ferai un appel du pied pour parler une fois des synergies entre le tissu de PME en Belgique francophone et le monde médical, même dans des mondes qui ne sont pas les mondes de la recherche, de la biotechnologie. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne demandent qu'une chose, c'est d'avoir un rôle citoyen, en fait. Et là, je rejoins. Et donc, aujourd'hui, oui, mais je veux dire, aujourd'hui, pour le dire comme ça, ce premier débat était très utile, mais il a fait une mise à plat par rapport à une situation belgo-belge, hein, il faut le reconnaître. C'est malheureux de devoir constater que des intérêts politiciens, et Dieu sait si beaucoup d'entre nous avons des amis néerlandophones, chez Analys notamment, il y a énormément de néerlandophones, et s'il y a bien une chose chez Analys dont on ne parle jamais, c'est un problème linguistique. Et je veux dire, on a quelque part tous envie d'avancer. Donc le débat pour moi d'aujourd'hui est un débat de mise à plat. Maintenant, ceci étant dit, on passe la deuxième et on voit comment on peut avancer sur une gestion des initiatives par rapport à l'Union Wallonne des entreprises, par rapport aux autres, que ce soit parfois difficile entre des flamands et des francophones, certes, mais entre nous, bossons, trouvons des moyens d'avancer. Il y a plein d'idées, il y a un tissu économique. Il a été dit, et c'est tout à fait juste, il faut arrêter d'être omnubilé par le prix des choses, la valeur des choses, le rôle citoyen, le sourcing local a beaucoup plus d'importance, et ça, ce sera je dirais, j'espère que quand le Covid sera fini, les gens retiendront qu'il est plus malin d'acheter un masque 1 euro de plus que de l'acheter 60 centimes, en se disant que donc voilà, 2 euros de plus. Mais donc voilà. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est un appel du pied. On parle de synergie. On a vu que c'était compliqué de mêler le politique à des synergies parfois. Est-ce qu'on peut avoir dans les 6 débats à venir des initiatives par rapport au rôle qu'auraient des entreprises et des PME surtout par rapport à des évolutions de la recherche en général. Et juste pour terminer, le Covid, aujourd'hui, je ne vais pas dire que le scénario est écrit, mais on sait qu'on a un horizon d'à peu près entre 6 et 18 mois devant nous, espérons-le. Mais ce qui serait malin, c'est qu'on anticipe la crise prochaine, qui sera peut-être une crise chimique, une crise nucléaire, une autre crise, et que structurellement, on ne soit plus aussi amateur qu'on l'a été il y a 12 mois, enfin oui, il y a 8 mois en fait. Voilà. Horizon Europe, vous avez sûrement entendu parler de ça, c'est le S3, Smart Specialization Strategy, où toutes les PME wallonnes se retrouvent autour d'une table. Je le sais, je préside un des groupes de travail, et on essaye précisément de faire du lien entre les PME pour les amener au niveau européen, où elles vont pouvoir développer leurs projets. Donc oui, vous avez 1000 fois raison. Merci. Alors, je disais, je lui souhaite bon courage. Elle va devoir faire la synthèse des discussions que nous venons d'avoir. Madame Metz, c'est à vous. Ça fonctionne ? Oui. Oui, okay. Oui, en effet. Donc, merci de m'avoir invité à faire la synthèse de cette discussion. Je pense que je ne l'oublierai jamais. Mais voilà, merci beaucoup. Et donc, en introduction, on a un petit peu parlé de biodiversité. Je pense que M. Galaf vous avait dit à un moment que la vie était un puzzle. Et je pense qu'on a un peu assisté à une sorte de commedia dell'arte à la belge. Donc c'était très sympathique aussi. Ce qui était très frappant quand même, ça a été le contraste des mots. Il y a des mots quand même très durs qui ont été utilisés, comme beaucoup de stress, beaucoup de manque de coordination, du matériel qui était non conforme, du bras de fer avec les politiques, beaucoup de déception, de frustration. On a parlé de stigmatisation. Il y a vraiment eu des mots très durs, mais il y a également eu des mots, je dirais, plus positifs, où on a également parlé d'entraide, de collaboration, d'êtres humains qui ont essayé de se battre en fait contre les différentes institutions. On a beaucoup aussi mis en évidence la démocratie, la chance de vivre dans une démocratie par rapport à des pays où même ce débat n'aurait pas pu avoir lieu en fait. On a parlé aussi de réactivité, de flexibilité. Donc je crois que les discussions qui ont eu lieu démontrent bien la diversité et la biodiversité, je ne sais pas si je peux le dire, des sentiments des uns et des autres. Alors il y a eu beaucoup aussi de discussions sur les incohérences du monde politique,
que ce soit par rapport à la protection des travailleurs de santé, par rapport à et ce incluant les médecins généralistes, la protection des citoyens. Par contre aussi, ça a permis, si j'ai bien compris, à ce que des initiatives individuelles finalement se dressent contre les barrières politiques. Ça, c'est quelque chose de positif sur lequel il serait peut-être intéressant de construire à l'avenir. La démocratie de nouveau, le fait, toujours dans l'incohérence politique, peut-être des guidances incohérentes qui ont pu être données entre porter un masque, ne pas porter un masque, favoriser des productions étrangères par rapport à des productions belges, que ce soit de nouveau pour les masques ou pour certains tests sérologiques, voire PCR. Sans parler, si j'ai bien compris, aussi de l'incohérence de l'agence du médicament qui est très 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 précise, et ça je peux en témoigner quand il faut suivre des normes et différentes régulations, et qui au moment de la crise a libéré des lots de masques ou d'autres produits qui étaient absolument non conformes. Alors je pense aussi important maintenant de regarder le futur. Donc il y a eu des pistes sur l'importance peut-être de fédéraliser la recherche ou les soins de santé. On a beaucoup parlé et mis en avant le besoin de collaboration étroite entre l'université, l'industrie, notamment les industries pharmaceutiques via les essais cliniques et j'oublie quoi, oui, et les universités, hôpitaux, pardon, et l'industrie. On a également aussi un petit peu constamment couru entre les différents niveaux de pouvoir. Donc on a parlé de l'Europe versus les États-Unis, de l'Italie versus la Belgique, de la Flandre versus la Wallonie. La prochaine, ce sera 2 tables séparées dans un bar. Enfin, on peut continuer à descendre un petit peu, voir jusqu'où on peut aller. Et donc, je pense que c'est aussi important de retenir en fait le besoin le manque de coordination et notamment le manque de données pertinentes, exploitables, qui permettent de prendre des solutions qui sont fondées. Donc, le tout, si j'ai bien compris, n'est pas de publier des données, mais de publier des données qui représentent la réalité et qui permettent de prendre des décisions. Après, on est aussi parti, donc on a parlé de fédéraliser, de rassembler. A aussi été évoqué le fait que une des solutions, c'est peut-être justement d'essayer d'arrêter de coordonner et au contraire d'être fier de qui on est, de la Wallonie, de la région wallonne, et de voir si on ne peut pas nous-mêmes reprendre des choses en main de manière à les défendre et à se repositionner différemment, mais pas se repositionner tout seul, se repositionner au sein de l'Europe. Donc il y a toujours cette contradiction entre être fort, être fier de ce qu'on fait, mais dans un monde qui se globalise, dans une Europe qui est en place. Et je perds dans mes notes, donc voilà. Et donc j'aurais voulu conclure en fait quand j'entends tout ça, de peut-être l'intérêt de se dire mais qu'est-ce qui dans cette crise nous a permis de grandir et qu'est-ce que dès lors on pourrait utiliser pour continuer sur la lancée et je dirais construire des systèmes qui fonctionnent à l'avenir. On a parlé de plans pandémie, quelle que soit la raison de le mettre en place. Et notamment, il y a eu beaucoup aussi de personnes qui ont insisté sur l'efficacité de la recherche scientifique en Belgique, de la force de certaines industries, notamment de la biotechnologie qui est très présente en Wallonie. Et donc, voilà, je pense qu'on a quand même aussi une belle carte devant nous pour sortir de cette crise et pour en tirer quelque chose qui sera peut-être beau, en fait, finalement. Voilà.